Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature africaine, une si longue lettre de la grande romancière sénégalaise Mariama Ba. C'est une histoire incroyablement puissante qui, en restant au cœur même de la tradition, explore la condition des femmes avec une lucidité qui prend aux tripes. Voilà, en 3 phrases, tout est dit. C'est le résumé parfait du drame qui se joue. Une mort qui arrive sans prévenir et qui va déclencher une crise immense. Une crise qui va forcer notre personnage principal à regarder sa vie en face et pour la toute première fois à dire ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Et tout commence comme ça, avec ces quelques mots. Ramatoulaye écrit à sa meilleure amie, Aïssatou. En fait, le roman tout entier, c'est cette lettre fleuve, une sorte de journal intime qui se transforme en conversation, en un cri du cœur qu'elle partage avec la seule personne au monde capable de la comprendre. Mais alors, qui était cette Ramatoulaye et pourquoi s'aimait-elle à écrire cette lettre maintenant? Eh bien, c'est une institutrice sénégalaise, mère de nombreux enfants, et elle vient tout juste de devenir veuve. Alors, tout part d'un choc brutal, la mort subite de son mari, Modou. Et cette disparition la plonge immédiatement, comme le veut la coutume, dans une période de confinement très stricte. Son monde vient de s'écrouler et la voilà complètement isolée. Cette période, elle a un nom, la mirasse. C'est un rituel qui est vraiment la clé pour comprendre le roman. Pendant 40 longs jours, la veuve n'a pas le droit de sortir de chez elle. Et c'est justement cet enfermement forcé qui va donner à Ramatoulaye le temps et l'espace pour réfléchir, pour se souvenir et finalement pour écrire. Mais même seule, Ramatoulaye n'est pas seule dans sa tête. Sa lettre, elle est pour Aïssatou, son amie de toujours. Ce qui rend leur relation si forte, c'est qu'elles ont vécu une épreuve quasi identique. Mais elles y ont réagi de manière complètement opposée. On voit bien ici leur parcours en parallèle. Elles ont grandi ensemble, elles ont partagé les mêmes rêves d'émancipation, le même espoir de faire bouger les choses dans leur société. Mais la vie va les mettre face aux mêmes obstacles, la polygamie, qui va venir tester la force de leurs convictions et de leur mariage. La première trahison, c'est Aïssatou qui l'a subie. Son mari Maodo, pourtant un médecin, un homme moderne et éduqué, va finir par céder. Il cède à la pression de sa mère, issue d'une grande lignée, qui lui impose d'épouser sa jeune cousine pour honorer les traditions. Et c'est là le point de bascule de toute l'histoire. Face à la trahison de son mari, il y a 2 chemins. D'un côté, Aïssatou. Elle refuse net, elle ne fait aucun compromis, elle prend ses enfants, quitte son mari et part refaire sa vie. De l'autre côté, il y aura le chemin de Ramatoulaye, l'endurance. Parce que des années après, l'histoire se répète tragiquement. Mais la trahison que vit Ramatoulaye est peut-être encore plus violente. Après 25 ans de mariage, 12 enfants, son mari Modou épouse en secret Binetou, une jeune fille qui a l'âge de leur propre fille. Et non seulement il prend une seconde épouse, mais il abandonne sa première famille. Il disparaît affectivement et financièrement. Ok, revenons au présent de l'histoire. Ramatoulaye est en plein deuil, et c'est pendant cette période de réclusion qu'elle est forcée de faire face à l'héritage de Modou. Et ce n'est pas juste un héritage de souvenirs, c'est surtout un héritage de mensonges. Et là, c'est la douche froide. La cérémonie de la mirasse, où l'on fait les comptes du défunt, va révéler toute la vérité sur la double vie de Modou. Il n'a laissé que des dettes, et pire encore, il a mis en danger le seul toit qu'ils avaient en commun. Et puis il y a ce chiffre, 4 millions de francs. C'est juste énorme. C'est le montant de l'hypothèque que Modou a prise sur leur maison, sans jamais lui en avoir parlé bien sûr. Tout ça pour offrir une villa et la belle vie à sa nouvelle femme et à sa belle-mère. Là, la trahison devient très très concrète. Alors, après des années de silence, de patience et maintenant la découverte de tous ses secrets, on pourrait penser que Ramatoulaye est complètement anéanti. Mais non, il reste une dernière épreuve à affronter et c'est celle-là même qui va lui permettre de trouver sa voie. Il faut savoir que, selon la tradition, le frère du défunt peut hériter de la veuve, en quelque sorte, pour la prendre en charge. Donc, à la fin des 40 jours de deuil, Tamsiral, le frère aîné de Modou, débarque chez Ramatoulaye. Pas pour la consoler, non, mais pour lui faire une offre. Et sa proposition est sidérante d'arrogance. Il ne lui demande rien, il lui annonce qu'il va l'épouser, comme si elle était un bien qu'on récupère, une chance pour lui d'améliorer sa propre vie. Et là, c'est l'explosion, le moment qu'on attendait. Après 30 ans à se taire, à encaisser, Ramatoulaye explose. Sa voix, si longtemps étouffée, jaillit enfin, avec une force incroyable. Elle dit non, elle exprime sa colère, elle revendique son droit d'être une personne et pas un objet. C'est l'aboutissement de toute sa réflexion. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sur cette confrontation. La véritable conclusion, la force sur laquelle Ramatoulaye va pouvoir se reconstruire, ce n'est pas la colère, c'est la solidarité féminine. C'est son amie Aïssatou. Ramatoulaye trouve sa propre voie vers la libération. Elle ne choisit pas la rupture totale comme Aïssatou, mais elle s'affirme et elle reprend sa vie en main.
Et le soutien de son ami est très concret, pas juste des mots. Aïssatou, qui a brillamment réussi sa carrière à l'étranger, lui achète une voiture. Un cadeau qui symbolise l'indépendance, une aide précieuse. Voilà, je crois que cette phrase dit tout. Elle résume à la perfection le message du livre. L'amour conjugal, pour elle, a été une source de douleur, de trahison. Mais l'amitié, leur amitié, elle, a été un roc. Elle a résisté à tout. C'est la relation la plus forte et la plus précieuse de leur vie. Au fond, une si longue lettre ne donne pas une réponse toute faite. Le livre explore cette question fondamentale. Est-ce que la liberté, c'est la rupture radicale, comme pour Aïssatou ? Ou est-ce que c'est la capacité à tenir bon, à se reconstruire de l'intérieur et à affirmer sa dignité, comme pour Ramatoulaye ? C'est une question qui reste ouverte et qui nous invite à penser à tous ces chemins possibles vers l'émancipation.